Au dîner, ma mère a posé sa fourchette à plat sur la table et m'a annoncé que j'avais un mois pour trouver un nouveau logement car ils avaient vendu la maison et je ne faisais pas partie du voyage, sans aucun avertissement ni discussion préalable, tandis que mon père fixait son assiette et que ma sœur souriait. Le lendemain matin, leurs valises avaient disparu et la maison résonnait comme si je n'y avais jamais vécu, mais 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère me demandant pourquoi j'étais toujours là, ce qui m'a fait rire car elle n'avait aucune idée de qui était le propriétaire de cette maison. Avant de vous raconter comment tout cela est arrivé, mettez un like et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez si votre famille vous a déjà mis à l'écart. Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans et je travaille dans la tech, ce qui semble impressionnant sur le papier mais qui signifie surtout de longues heures à fixer un écran avec un café froid sur mon bureau et un cerveau qui ne se déconnecte jamais vraiment. J'ai toujours fait profil bas, pas de vêtements voyants ni de grandes annonces, si bien que si vous me croisiez au supermarché, vous ne me remarqueriez probablement pas, et c'est exactement comme ça que ma famille me voyait aussi, comme quelqu'un qui se fondait dans le décor. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille française normale avec un pavillon correct, des dîners ensemble presque tous les soirs et des fêtes de fin d'année qui rendaient bien en photo, mais à l'intérieur, il régnait une hiérarchie silencieuse que tout le monde comprenait sans jamais la nommer. Ma mère dirigeait tout, l'emploi du temps, les règles, l'ambiance de la pièce, et elle avait cette façon de sourire sans chaleur, comme si l'affection était quelque chose qui se méritait et non un dû. Mon père la contredisait rarement, il n'était pas cruel mais juste absent dans les moments importants, trouvant toujours quelque chose de fascinant dans son assiette quand la situation devenait inconfortable. Il y avait mes sœurs, la cadette encore au lycée, bruyante, dramatique et habituée à ce qu'on lui cède tout, et l'aînée, au début de la vingtaine, qui se comportait comme si le monde lui avait déjà promis le meilleur. Elles avaient toutes les deux des avis sur ma vie, mon travail, mon silence et le fait que je semblais faire du surplace, et à table, leur voix remplissait l'espace tandis que la mienne restait bloquée dans ma gorge. J'ai appris très tôt à ne pas demander grand-chose, mes anniversaires étaient célébrés au strict minimum, parfois oubliés jusqu'en fin de soirée, et les vacances étaient toujours trop chères si je voulais venir, mais abordables quand c'était juste eux. Je restais souvent à la maison pour garder les lieux, faire le ménage et apprendre à être utile sans me faire remarquer, et à l'adolescence, j'ai pris un petit boulot après les cours, non pas pour avoir de l'argent de poche, mais parce que demander quoi que ce soit à mes parents me donnait l'impression de mendier. Avec mes premiers salaires, je me suis acheté un ordinateur portable d'occasion qui surchauffait et soufflait comme s'il était épuisé, mais c'était le mien et il a tout changé car j'ai commencé à apprendre le code la nuit, assise sur mon lit pendant que la maison dormait, trouvant dans la logique informatique un sens que les gens ne m'avaient jamais offert, on travaille, on obtient des résultats, pas de favoritisme ni de devinette. Rien ne changeait à la maison, je payais ma part, couvrais mes dépenses, restais silencieuse et les laissais croire ce qu'ils voulaient sur moi, me disant que c'était temporaire et que je pouvais survivre un peu plus longtemps en faisant profil bas, sans réaliser qu'ils avaient déjà décidé que j'étais jetable. Ce fameux dîner n'avait pas commencé différemment des autres, la cuisine sentait le poulet rôti, les couverts cliquetaient et ma mère s'activait avec cette énergie efficace et tendue qu'elle avait lorsqu'elle avait pris une décision et attendait juste de l'annoncer. J'étais assise à ma place habituelle, les épaules encore tendues par le travail, me disant de manger vite pour disparaître à l'étage, quand mon père s'est raclé la gorge avant de se taire à nouveau et que mes sœurs se sont penchées l'une vers l'autre en chuchotant comme si elles partageaient une blague que je ne devais pas entendre. Au milieu du repas, ma mère a posé sa fourchette et a dit d'une voix calme et mesurée qu'elle avait besoin de l'attention de tout le monde, puis elle m'a regardé droit dans les yeux en ajoutant « Surtout toi, Chloé ». Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, mais le pire était qu'elle n'a pas élevé la voix ni semblé en colère, elle parlait comme si elle lisait une liste de courses en annonçant que la maison était vendue, que les papiers étaient signés et qu'il déménageait le lendemain. J'ai cligné des yeux en demandant « Déménager ?» Où ça, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas important et que ce qui comptait, c'était que je devais trouver un autre endroit où vivre et que j'avais un mois. Les mots se sont empilés, vendu, déménagement, un mois et j'ai regardé mon père qui fuyait mon regard, les mains jointes sur la table, puis mes sœurs, l'aînée affichant un sourire narquois et la cadette pressant ses lèvres pour ne pas rire. J'ai demandé s'ils étaient sérieux et ma mère a hoché la tête en disant « On ne t'emmène pas avec nous » d'une manière si nette que cela semblait presque raisonnable, comme si c'était l'ordre naturel des choses, et mon père a finalement ajouté que j'étais une adulte et que j'aurais dû prévoir cela. Prévoir que ma famille vendrait la maison sans me le dire ? La cadette a ricané en disant que je ferais mieux de commencer à faire mes cartons et à demander si les boulots dans la tech payaient mal,
ce qui les a fait rire, pas assez fort pour faire un scandale, mais assez pour piquer. J'ai attendu que quelqu'un dise que ça allait trop loin, que ma mère les arrête ou que mon père intervienne, mais personne n'a bougé et ma nourriture est restée intouchée, refroidissant dans l'assiette. J'ai ravalé la pression familière derrière mes yeux car pleurer n'avait jamais rien changé dans cette maison, et j'ai demandé doucement « c'est tout », ce à quoi ma mère a répondu « c'est tout, nous avons pris notre décision ». Ils ont recommencé à manger en parlant du nouveau quartier et de la luminosité du futur logement comme si j'avais déjà été effacée de la pièce, alors je suis restée assise jusqu'à ce que ma chaise semble plus lourde que mon corps, puis je me suis levée, j'ai murmuré que j'étais fatiguée et je suis montée. J'ai fermé la porte de ma chambre et appuyé mon front contre le battant en écoutant leur rire monter de l'escalier, et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi, ce n'était plus de la négligence ni du favoritisme, c'était une mise au rebut, mais s'ils pensaient m'avoir simplement poussé hors de leur vie, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'entrer dans une situation qu'ils ne contrôlaient pas. Ils sont partis le lendemain matin, je me suis réveillée au bruit d'un moteur de voiture et de portières qui claquent, pensant un instant avoir rêvé, jusqu'à ce que j'entende les talons de ma mère sur le parquet du rez-de-chaussée, net et définitif comme une ponctuation. Quand je suis descendue dans le salon, des cartons étaient empilés près de la porte, le canapé avait disparu, les photos de famille avaient été décrochées laissant des rectangles pâles sur les murs, et mon père se tenait près de la fenêtre, les clés à la main, déjà ailleurs. Ma mère m'a jeté un coup d'œil comme si elle cochait un dernier élément sur une liste en ajustant son manteau et m'a rappelé que j'avais un mois, me demandant de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Plus difficiles pour qui ? Mes sœurs sont passées devant moi en riant de leur nouvelle chambre et de leur nouveau départ, personne ne m'a serré dans ses bras ni demandé si j'allais bien, la porte d'entrée s'est fermée et la maison est devenue silencieuse, pas un silence paisible mais un silence creux. Je suis restée là longtemps après que leur voiture eut disparu, l'air semblait différent sans leur voix, chaque son résonnait, mes pas, ma respiration, le bourdonnement du frigo qu'ils n'avaient pas pris la peine d'emporter. J'ai parcouru la maison lentement, pièce par pièce, voyant les étagères vides et les murs nus, ma maison d'enfance réduite à une coquille vide dont j'étais la seule chose restante. C'est là que le poids m'a frappé, pas la panique ni la peur, mais la lourde réalisation que ma famille avait coupé les ponts proprement, sans hésiter, décidant simplement que je ne valais plus l'espace que j'occupais. Je me suis assise sur le sol du salon, le dos contre le mur, fixant le vide, et alors que c'était habituellement le moment où je pleurais et culpabilisais, quelque chose de plus froid s'est installé car la vérité était que cela ne sortait pas de nulle part. 2 mois plus tôt, je parcourais des annonces immobilières tard le soir en pensant vaguement à déménager quand j'avais vu mon adresse, ma chambre, des photos de la maison où je vivais, mises en scène et soignées comme si je n'existais pas. Ils avaient mis la maison en vente sans me dire un mot, et je me souvenais avoir fixé mon écran, blessé d'abord, puis en colère, et enfin lucide d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne les avais pas confrontés, je n'avais pas posé de questions, j'avais passé un coup de fil à la place, et pendant qu'ils faisaient leur carton et planifiaient leur avenir, j'avais silencieusement mis en branle quelque chose de légal et d'irréversible. Dans le salon vide, je me suis levée et j'ai épousseté mes mains, la maison semblait trop grande et trop silencieuse, mais pour la première fois, elle semblait honnête. Ils pensaient m'abandonner, mais ils ne savaient pas que c'était le moment où j'avais cessé d'être la personne sur qui on pouvait marcher sans conséquence, et la prochaine fois que nous parlerions, le rapport de force ne serait plus en leur faveur. 6 mois ont passé, pas calmement ni magiquement, mais régulièrement, la maison a changé d'abord, pas comme dans une émission de relooking extrême, mais intentionnellement, de nouveaux meubles ont remplacé les espaces vides, le salon ne résonnait plus, la cuisine sentait à nouveau le café et les lumières restaient allumées le soir parce que je le voulais, pas parce que j'attendais quelqu'un. J'ai changé aussi, je me tenais plus droite, je dormais mieux, j'ai arrêté de sursauter à chaque vibration de mon téléphone car il ne prenait jamais de nouvelles, pas une seule fois, pas de « ça va », pas de « tu as trouvé un logement », rien, comme si dans leur esprit je m'étais volatilisée. Puis un après-midi, alors que je travaillais de chez moi, mon téléphone a vibré sur le bureau avec le nom « Maman » et j'ai fixé l'écran longuement avant d'ouvrir le message de 6 mots. « Pourquoi tu es encore là ?» Sans bonjour ni inquiétude, juste de la confusion et de l'agacement. J'ai ri, pas aux éclats, juste un souffle par le nez, le genre de rire qui vient quand la dernière pièce du puzzle s'emboîte, et je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé, puis un appel manqué, puis un autre,
et je les ai laissés sans réponse pendant que je finissais mon travail, me sentant calme et ancré car ils allaient bientôt savoir et je n'allais pas précipiter les choses. Ce samedi matin-là, j'ai entendu un moteur familier dans l'allée, je n'ai pas regardé par la fenêtre car je savais déjà qui c'était, et quand la sonnette a retenti, j'ai pris mon temps, lissé mon pull, pris une grande inspiration et ouvert la porte. Ils étaient là tous les quatre, comme s'ils attendaient d'être autorisés à rentrer dans un endroit qui leur appartenait encore, et le sourire de ma mère s'est figé dès qu'elle a vu derrière moi le canapé, le tapis, les tableaux au mur. Les yeux de ma sœur ont parcouru la pièce, la bouche de la cadette s'est ouverte et ma mère a demandé « C'est quoi tout ça ?» en entrant sans attendre d'invitation, suivie par mon père silencieux et ma sœur aînée qui touchait le dossier du canapé comme s'il allait disparaître en murmurant que ce n'était pas donné. J'ai fermé la porte derrière eux et leur ai dit de s'asseoir, ce qu'ils ont fait, ma mère croisant les mains sur ses genoux pour tenter de retrouver sa contenance avant de dire « Chloé, il faut qu'on parle de ce qui se passe ici. » Je me suis adossée à ma chaise en demandant si elle voulait dire pourquoi je vivais encore dans ma maison, et sa tête s'est relevée brusquement quand j'ai répété la mienne d'une voix égale, laissant le silence tomber comme une masse. Mon père a fini par dire que ce n'était pas drôle, j'ai répondu que je ne plaisantais pas, et ma mère a dit avec un sourire forcé que je n'avais pas ce genre d'argent, alors j'ai haussé les épaules en disant qu'elle serait surprise de ce qui arrive quand personne ne vous surveille. La cadette s'est moquée en demandant si je disais avoir acheté la maison, l'aîné a demandé avec quoi puisque je payais à peine mon loyer, et j'ai souri légèrement en disant que c'était ce qu'il pensait. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol en exigeant des explications, alors je leur ai dit la vérité. Je travaillais dans la tech, je construisais des choses discrètement depuis des années, je m'étais associée avec quelqu'un de confiance et nous avions très bien réussi, mieux que bien. J'ai ajouté que j'avais vu l'annonce des mois avant qu'elle ne me le dise, précisant qu'ils avaient mis la maison en vente alors que j'y vivais encore, donc j'avais pris une décision. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs quand elle a compris qu'il me l'avait vendu à moi, et j'ai confirmé que je l'avais acheté légalement, que tout était réglé, paiement, facture, propriété, tout. La pièce semblait rétrécir, mon père se massait les tempes en demandant pourquoi je ne leur avais rien dit, je les regardais dans les yeux en répondant « parce que vous n'avez pas demandé ». La cadette a sauté sur l'occasion pour dire que si j'avais de l'argent, j'aurais dû les aider, et ma mère, changeant de ton pour devenir plus douce, a dit qu'ils avaient des soucis financiers, que le nouveau logement coûtait plus cher que prévu et que les frais de scolarité arrivaient, ajoutant qu'ils auraient bien besoin de mon soutien. J'ai hoché la tête lentement en récapitulant. Laissez-moi bien comprendre, vous avez vendu la maison sans me le dire, vous m'avez donné 1 mois pour partir, vous avez ri quand j'ai demandé où j'étais censée aller, et maintenant vous me demandez de l'aide. Elle a insisté en disant qu'ils ne savaient pas, que s'ils avaient su, sous-entendu si j'avais été utile, ils m'auraient traité différemment, et mon père a faiblement dit que ce n'était pas juste. Je me suis levée sans trembler en disant, ce n'est pas juste. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que vous ne m'avez pas oublié par accident, vous ne m'avez pas négligé, vous avez fait des choix encore et encore, vous avez décidé qui comptait dans cette famille et ce n'était pas moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes en disant qu'ils étaient toujours mes parents, j'ai répondu qu'ils étaient des gens avec qui j'avais un lien de parenté, ce qui n'est pas la même chose. La sœur aînée a croisé les bras en demandant si je les coupais de ma vie, j'ai dit que je posais des limites, la cadette a commencé à pleurer en disant que j'étais cruelle, je l'ai regardée et j'ai répondu « Non, je suis cohérente ». Je suis allée ouvrir la porte en leur disant de partir, ma mère m'a fixée, stupéfaite, en disant que ce n'était pas fini, mais j'ai répondu que pour moi, ça l'était. Ils sont partis comme ils l'avaient fait des mois plus tôt, silencieusement et sans se retourner, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre elle en expirant pour ce qui semblait être la première fois depuis des années, sentant que la justice n'était ni bruyante ni dramatique, mais propre, et que la maison était enfin vraiment la mienne. Ils n'ont pas disparu tout de suite, pendant des semaines mon téléphone a affiché des appels manqués et des messages, mon père laissant des messages vocaux commençant par des excuses et finissant par des justifications, l'aîné envoyant de longs textos sur les liens familiaux, la cadette demandant de l'argent sous couvert de culpabilité, mais je n'ai pas répondu. Ma tante est passée un après-midi avec du café et ce ton prudent des gens qui pensent être gentils, me disant que mes parents regrettaient et que garder ma colère ne ferait que me blesser, mais je lui ai dit la vérité, je n'étais plus en colère, ce que je ressentais était calme et clair. J'avais passé des années à me faire toute petite pour rentrer dans une famille qui avait décidé que je n'avais pas ma place, et partir n'était pas une vengeance, c'était du respect de soi.
La vie s'est apaisée ensuite, le travail est resté intense, la maison est devenue un foyer comme jamais auparavant, j'ai invité des amis, fêté mon anniversaire sans attendre qu'on s'en souvienne, et j'ai réalisé que la famille, ce n'est pas ceux qui portent votre nom, mais ceux qui restent quand vous n'avez rien d'autre à offrir que vous-même. Le moment où j'ai arrêté de mendier ma place a été le moment où ma vie est devenue la mienne. Si cette histoire vous parle, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez et ce que vous auriez fait à ma place, et si vous voulez plus d'histoires vraies sur les limites et la reprise de pouvoir, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine.